Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous retrouver en ce 20 juillet 2024. Le Tour de France touche à sa fin, les Jeux Olympiques se rapprochent à grandes enjambées, les événements sportifs s'enchaînent, pas de repos pour les braves, comme dirait la fameuse expression. Et pourtant, chers fans de MotoGP, je suis là aujourd'hui pour vous, puisque oui, cette vidéo vous est tout à fait adressée. On vit une période un petit peu terne parce que c'est la pause estivale, pas de Grand Prix avant le mois d'août, ça va être encore un petit peu long et on va essayer de faire passer le temps comme on peut avec un contenu un petit peu spécial qui vous est proposé aujourd'hui, parce qu'on va revenir dans cette vidéo sur vos zones populaires, opinions, les pires, les meilleurs. Tout est parti d'un tweet de la boîte à clapet que l'on salue, qui rassemble une grosse communauté de fans de moto en France et notamment de MotoGP. Un tweet qui date du 15 juillet dernier où il vous demandait vos pires / meilleures unpopular opinions sur le MotoGP, le truc dont vous êtes sûr mais vous avez l'impression qu'il n'y a que vous, le truc que vous osez même pas dire. J'ai lu tous les unpopular opinions postés sous ce tweet de base, autant vous dire que je me suis régalé. Alors bien sûr j'étais pas d'accord avec tout, mais je vous avoue qu'il y en a quelques-uns qui sont osés. J'en ai sélectionné 18 et forcément dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur ces 18 affirmations vraiment osées. On commence fort, très fort, avec pour sûr un tweet qui va faire beaucoup réagir dans les commentaires. Un tweet anonyme, et d'ailleurs, tous ces tweets que vous allez voir passer vont être masqués, que ce soit l'identité ou le pseudonyme. On sort des tweets et des messages d'une plateforme pour l'amener sur une nouvelle plateforme, et forcément, ça me paraissait normal de maintenir l'anonymat pour tout le monde. Et ce premier tweetos nous dit « Fabio Quartararo est le plus gros talent ever ». Je le pense sincèrement, mais les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à cette affirmation, je pense qu'il est nécessaire de revenir sur la définition de talent. Parce que souvent, j'entends les uns et les autres, quand ils débattent, dire « mais attends, ça dépend de la définition qu'on a de talent ». Les mots ont un sens et le talent a un sens et une définition. Et la définition du talent, c'est la suivante. C'est une prédisposition pour quelque chose, des aptitudes naturelles qui vont permettre à quelqu'un de performer dans un domaine, une sorte de don qui relève parfois du génie. Voilà ce qu'est le talent. Et le talent n'est pas égal à palmarès. Souvent, j'entends comment on peut dire qu'un tel a du talent, sachant qu'il n'a pas gagné en Moto 3 ou en Moto 2. Le pilote le plus talentueux n'est pas forcément celui qui remporte le plus de victoires ou celui qui gagne le plus de championnats. Casey Stoner en est certainement l'exemple le plus criant. L'Australien, à l'époque où il était encore sur les circuits, était considéré par de nombreux observateurs et spécialistes comme étant le pilote le plus talentueux de sa génération. Et aujourd'hui, on est tous quasi unanimes pour dire que Stoner est l'un des plus grands talents de l'histoire de la moto. Et pourtant, Casey Stoner, c'est aucun titre en catégorie inférieure et seulement 2 titres en catégorie reine. Loin, très très loin du palmarès d'un Rossi ou d'un Marquez qui, on rappelle, toutes catégories confondues, ont respectivement 9 et 8 titres. Donc talent n'est absolument pas égal à palmarès. Et dans la notion de talent ne rentre pas en compte l'aura, le charisme, le travail, les choix de carrière ou la gestion de course. Le talent, c'est une prédisposition pour quelque chose, des qualités naturelles qui te permettent quelque part de performer dans un domaine, une sorte de don, quelque chose qui relève du génie. Mais encore une fois, le talent ne fait pas tout dans une carrière. C'est une chose parmi tant d'autres. Il y a tellement d'autres facteurs à prendre en compte pour décider de la réussite d'un pilote. L'entourage, les choix de carrière, l'ambition, la gestion extrasportive, la motivation, le travail, et tutti quanti, j'en passe, et des meilleurs. Mais quand on s'arrête à la définition de talent et de talent seulement, difficile de donner tort à cet utilisateur. Fabio Quartararo, c'est la définition même du talent brut, du talent à l'état pur. Fabio Quartararo, il a toujours été rapide naturellement et peu importe les conditions. On rappelle que ce garçon, il est 2 fois champion du monde CEV, qui était à l'époque l'équivalent du championnat du monde junior. Champion CEV la première fois avec 2 ans d'avance. Champion CEV l'année d'après avec 1 an d'avance en remportant 9 des 11 courses, et les 2 courses qu'il ne remporte pas, il termine 2e face à des Espagnols, tous plus âgés que lui, sur une moto qui n'était pas la plus performante. On rappelle qu'il a bénéficié d'une dérogation, Fabio Quartararo, pour concourir en Moto 3 parce qu'il avait moins de 16 ans, et pour commencer la saison 2015 au Qatar, il fallait cette dérogation. Il a battu le record de précocité. Fabio Quartararo, il a toujours été très à l'aise
peu importe les catégories, il a tout de suite performé en Moto 3, podium dès son deuxième Grand Prix. En Moto 2, il réalise 6 top 10 pour sa première saison dans l'équipe de l'exigence Ito Pons. On rappelle qu'aussi au Qatar, il termine 7e de son premier Grand Prix en Moto 2, 7e. Il y a très peu de pilotes qui sont capables d'aller faire un top 8 en Moto 2 dès sa première année. En Moto GP, on rappelle, il est dès la première saison le plus jeune poleman de l'histoire, un garçon qui a été capable de faire 7 podiums dès sa première saison avec une 5e place au général et un statut de meilleur rookie. Donc Fabio Quartararo, en termes de talent brut, on est sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse le cadre de l'entendement. C'est vraiment un ovni. Alors après, est-ce que c'est le plus grand talent ever? Difficile à dire, mais moi je le range dans la catégorie des Marquez et des Stoner. Pour moi, il fait partie de ce gras talent et clairement des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la moto. On enchaîne avec un autre tweet de ce même utilisateur anonyme qui décidément avait beaucoup de choses à nous dire et cette fois-ci, il nous parle d'Alex Marquez. Et à son sujet, il nous dit la chose suivante. Alex Marquez est un grand pilote avec une meilleure carrière que 75% des pilotes de la grille actuelle, mais souffre de la comparaison avec son frère. À nouveau, difficile de lui donner tort parce que Alex Marquez, malgré son palmarès, malgré ses accomplissements, ses titres remportés en Moto 3 et en Moto 2, il souffre de la comparaison avec son frère Marc, qui on rappelle est 8 fois champion du monde, dont 6 en catégorie Rennes et qui était très dominateur dans cette catégorie prestigieuse jusqu'à sa blessure à Jerez en 2020 qui aurait pu lui coûter la suite de sa carrière et aussi l'utilisation de son bras droit. Et on va pas se le cacher, l'arrivée de Marc chez Gresini, équipe d'Alex Marquez depuis un petit moment, et bien ça ne fait que renforcer cette ombre qui plane au-dessus d'Alex Marquez. Pourtant, il est vrai qu'Alex Marquez a un palmarès supérieur à 75% des pilotes de la grille actuelle, parce que tout comme son frère Marc, eh bien, il est, on le rappelle, champion du monde en Moto 3 et en Moto 2, et seuls 3 pilotes ont cette particularité. Alex, Marc, et bien sûr Pedro Acosta, le rookie de cette saison 2024. Donc Alex Marquez, c'est vrai qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur, même si, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup de mal à le voir champion du monde en catégorie Rennes dans les années à venir. Oula, très long ce tweet, très long, et surtout il est découpé en 3 parties bien distinctes, avec 3 choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, on va essayer de répondre point par point, mais d'abord, on va lire ce tweet qui est très fourni en termes de quantité. Tout d'abord, il nous dit « Le titre de Quartararo, c'était la bonne moto au bon moment, et il ne regagnera jamais de titre. » Deuxième point, Bagnaia est voire le seul pilote de la grille capable de battre le nombre de victoires de Marc Marquez. Troisième point, Rossi était un excellent pilote, mais personne ne mérite d'être considéré comme Dieu. Alors, pour en revenir au premier point, je trouve fort de café de dire que pour Quartararo en 2021 c'était la bonne moto au bon moment. Parce que en 2021, même si la Yamaha est encore une machine compétitive, est encore une machine facile à conduire et qui correspond parfaitement au style de Fabio Quartararo, Yamaha n'avait pas la meilleure machine. Les Ducati Pramac et officielle étaient au-dessus, et la Suzuki, championne du monde en titre, était elle aussi un peu au-dessus en termes de performance. Moi quand je lis ça, j'entends « Fabio, il a eu la meilleure machine, et donc c'est grâce à sa machine qu'il est devenu champion du monde ». Non. À mon sens, il n'y avait que Fabio Quartararo cette année-là pour devenir champion du monde. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec cette affirmation, comme j'ai beaucoup de mal avec la deuxième, en disant qu'il ne regagnera jamais de titre. Une carrière, c'est long. Fabio Quartararo, il n'a que 25 ans. Alors, c'est vrai qu'il s'est engagé avec Yamaha sur le long terme, mais peut-être dans une galère qui peut s'étaler sur la durée. Mais Fabio Quartararo, il est encore dans une top structure, une structure qui a de l'argent, qui peut revenir au top. Et si Yamaha arrive à pondre une bonne moto, peut-être pas en 2025, mais tout du moins en 2026, et pour la nouvelle réglementation à partir de 2027, Fabio Quartararo, il sera dans le match pour jouer le titre mondial à nouveau, à n'en pas douter. Concernant Bagnaia, effectivement, à l'heure actuelle, il paraît être le mieux placé pour aller titiller le record de Marc Marquez. Seulement, Francesco Bagnaia, actuellement, il est loin, très loin, du record de Marquez. Marquez, on rappelle, c'est 59 victoires en Grand Prix moto, en catégorie Rennes. Il y a plus de 30 victoires à aller chercher. 30 victoires, c'est à la fois facile, entre guillemets, si on a encore une machine qui est compétitive, mais 30 victoires, ça peut être aussi très loin parce qu'on n'est pas à l'abri d'une chute, on n'est pas à l'abri d'une méforme, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une machine qui, du jour au lendemain, est moins compétitive. Donc, même si Francesco Bagnaia paraît le mieux placé, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il sera capable, en tout cas sur le moyen terme, d'aller titiller ce record de Marc Marquez. Et concernant Rossi,
effectivement, il a un statut de demi-dieu, un statut qui, pour certains, est un peu too much, surtout si on n'aime pas Valentino Rossi. Mais Valentino Rossi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été le promoteur de la MotoGP sur la piste, mais aussi en dehors. Valentino Rossi, il a permis de mettre la MotoGP sur la carte. Sans Valentino Rossi, la MotoGP que l'on connaît aujourd'hui n'existerait pas. Il a vraiment réussi à faire passer un cap médiatique à ce sport que l'on aime, et sans Rossi, il n'y aurait jamais eu autant de sponsors, autant d'argent dans la MotoGP. Donc Rossi, on lui doit beaucoup. On n'est peut-être pas forcément toujours fan du personnage ni fan de l'homme, mais on ne peut pas nier que c'est l'homme qui a permis à la MotoGP de se développer, et c'est pour ça que pour certains, il est considéré comme un demi-dieu, même si je peux comprendre que chez certaines personnes, ça pose un problème. Ouf. Ou alors celui-là, il est court, mais alors, il est dur. Mir n'est pas un champion du monde. Alors, qu'on remette les choses dans le contexte. Joan Mir, qui aujourd'hui est chez Honda, en 2020 était chez Suzuki. Et en 2020, vous le savez, c'était une année un petit peu spéciale pour cause de Covid-19. On a eu un championnat très court, très peu de grands prix, on est resté en Europe, et forcément, la durée du championnat, par rapport à la régularité que l'on oblige les pilotes à avoir pour être champion du monde, était beaucoup moins exigeante. Et puis surtout, il y a eu la blessure de Marc Marquez à Jerez, dès le premier Grand Prix, où il se fait très mal au bras, où il est opéré et il est out toute la fin de saison. Il y a eu aussi un Fabio Quartararo qui a perdu pied. Après, on le rappelle, c'est 2 victoires à Jerez, coup sur coup. Il a perdu pied parce qu'on avait pas mal de problèmes sur la Yamaha, et puis parce que Fabio, cette année-là, était encore un peu trop tendre mentalement pour devenir champion du monde. Et Joan Mir est devenu champion du monde, effectivement, à la régularité, avec seulement une victoire en Grand Prix. Pour certains, eh bien, c'est de l'opportunisme. Effectivement, c'est pas le titre le plus ronflant ou le plus marquant de l'histoire de la moto de Grand Prix, peut-être même l'un des titres qu'on pourrait se considérer comme l'un des plus chanceux de tous les temps, mais le fait est que Joan Mir, il a été régulier, Joan Mir, il a su profiter des défaillances de la moto, notamment de Fabio Quartararo, il a su profiter de l'absence de Marc Marquez, il a été le plus régulier, le plus malin, le plus opportuniste, et c'est un titre, même si pour certains, qui n'est pas forcément mérité, ou pas forcément ronflant parce que pas forcément marquant, bah ça reste un titre de champion du monde, et ce titre de champion du monde, qu'on le veuille ou non, on pourra jamais lui enlever. Oula, alors celui-là, je pense qu'il va faire beaucoup réagir, parce que oui, il est très osé. Il nous dit, cet utilisateur anonyme, Pedro Acosta n'est pas un prodige ou un talent générationnel, juste un nouveau top pilote dans la veine d'un Fabio, mais avec une trajectoire plus naturelle. Alors quand il nous parle de trajectoire plus naturelle, il doit peut-être faire référence au fait que Pedro Acosta a été champion du monde en Moto 3 et en Moto 2 et qu'il a validé toutes les choses à valider dans les catégories inférieures avant d'arriver en MotoGP, ce qui n'a pas été le cas d'un Fabio Quartararo qui, on rappelle, est arrivé en catégorie reine sans avoir le moindre titre mondial. Alors difficile pour moi d'être en adéquation avec cette affirmation, parce que Pedro Acosta, je pense qu'on est tous plus ou moins unanimes pour dire que c'est le pilote le plus talentueux de sa génération. Et Pedro Acosta, par rapport à ses accomplissements, par rapport à sa facilité en Moto 3 et en Moto 2, on rappelle, il a tout de suite très vite gagné, champion du monde Moto 3 dès sa première année, champion du monde Moto 2 dès sa deuxième saison, avec une année d'apprentissage quand même relativement fourni en termes de podium et de victoire. On se souvient aussi de ce début de saison 2024 en catégorie reine, certes sur une machine qui fonctionne bien, mais enfin quand même, c'est jamais facile de s'adapter à la MotoGP. On est à un style du pilotage assez fabuleux, avec cette prise d'angle maximale, il arrive très fort dans les virages, beaucoup plus vite, il use beaucoup le pneumatique. C'est quand même un pilote qui est en train de réinventer aussi un petit peu la moto de Grand Prix, qui peut-être va amener un nouveau style de pilotage au sein de cette catégorie. Donc très difficile pour moi d'être en adéquation avec ce tweet. Je pense sincèrement, à titre personnel, que Pedro Acosta, tout comme Fabio Quartararo ou Marc Marquez ou bien sûr Kazestoner, est un crack intergénérationnel et qu'il fait déjà partie, à mon sens, tout comme Fabio, à des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la MotoGP. Mais encore une fois, tous les avis, on le sait, sont plutôt subjectifs. On passe à un tweet qui va nous faire revenir un peu dans le passé. Oui, parce qu'on nous parle de Dani Pedrosa. Et on nous dit que Dani Pedrosa était le meilleur talent des 4 fantastiques, avec Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, je précise, pour tous les fans de MotoGP qui sont un petit peu neufs et qui n'ont pas connu cette rivalité entre ces 4 pilotes. Il nous dit aussi que Dani Pedrosa a galéré seulement à cause de sa taille et que Marquez doit toute sa carrière et ses championnats du monde au fait que Pedrosa est le meilleur metteur au point et lui a carré le cul comme pas possible, sinon il n'en aurait jamais eu. Alors, Dani Pedrosa, pour remettre les choses dans le contexte,
a été un pilote Honda pendant des années. C'est vraiment quelqu'un qui est resté fidèle à la marque japonaise. Et Dani Pedrosa, malgré ses qualités de pilote, parce qu'il a été champion du monde dans les catégories inférieures, il n'a jamais été champion du monde en catégorie reine. Souvent sur le podium, toujours placé, mais jamais vainqueur au championnat. Et c'est vrai que Dani Pedrosa, on va pas se le cacher, il a été très souvent handicapé par sa taille. Parce que quand vous êtes petit, garçon fait 1m60, c'est compliqué de négocier toute la puissance d'une machine comme celle-ci. Et Dani Pedrosa, il a été peut-être un petit peu handicapé par rapport à un Lorenzo ou par rapport à un Valentino Rossi. Mais Dani Pedrosa, c'est vrai que c'est un excellent talent. Et j'aurais tendance à dire que Dani Pedrosa, même si je ne le mettrais pas à la hauteur d'un Rossi, d'un Marquez ou d'un Lorenzo en termes de talent brut, c'est quelqu'un qui a su se démarquer de par justement sa capacité de metteur au point. Et c'est là où on arrive au deuxième point. Effectivement, Honda doit beaucoup à Dani Pedrosa, tout comme KTM aujourd'hui doit beaucoup à Dani Pedrosa qui a décidé de devenir pilote test pour la marque donc européenne. Et c'est vrai que Dani Pedrosa, il a fait beaucoup pour Honda. Si Honda était aussi performante, malgré le fait que cette moto soit capricieuse, c'est aussi et surtout grâce au talent de développeur de Dani Pedrosa. Après, de là à dire que Marc Marquez n'aurait jamais été champion du monde sans Dani Pedrosa, je pense que c'est un peu réducteur et surtout, à mon sens, pas vrai. Marc Marquez, c'est quand même un crack générationnel. Il est le pilote le plus talentueux de sa génération et je crois sincèrement que même sans un très grand metteur au point comme Dani Pedrosa, grâce à son pilotage, grâce à ses capacités naturelles et grâce surtout au caractère qu'est le sien, il aurait réussi tôt ou tard à aller chercher des titres mondiaux. Peut-être pas 6, mais en tout cas, il en aurait au moins eu quelques-uns, même sans l'apport de Dani Pedrosa, qui était vraiment une pièce maîtresse à l'époque chez Honda. On passe à un tweet qui pue le seum à plein nez, mais pourtant on va quand même en parler, même si je pense qu'il va faire beaucoup réagir aux commentaires. Fabio Quartararo a été champion car il n'y avait pas Marc Marquez. Fabio Quartararo, si je dis pas de bêtises, il a été champion en 2021. Et si ma mémoire est bonne, Marc Marquez y remporte des grands prix cette année-là. Donc Marc Marquez était bien présent. Marc Marquez peut-être pas à 100% de ses possibilités, comme c'est le cas en 2024, mais Marc Marquez était présent. Et j'ai envie de vous dire, en 2021, il n'y avait pas que Marc Marquez. Et j'ai envie de dire, la concurrence la plus importante, c'était pas l'Espagnol, c'était Ducati et cette armada. On le rappelle, Fabio Quartararo, il se battait face à des Ducati officiels et Pramac bien meilleurs que sa Yamaha. Et quand on sait à quel point Ducati était dominante, en témoigne le nombre de victoires de Ducati, en témoigne aussi le classement pilote et le nombre de Ducati dans le top 5 au classement en championnat en fin de saison, je pense quand même qu'on peut dire que le championnat ne se résume pas seulement à l'absence de Marc Marquez et que le titre mondial gagné par Fabio Quartararo ne se résume pas à la seule absence de Marc Marquez qui n'a pas fait toute la saison et qui n'était pas à 100%. Je pense que le titre de Fabio Quartararo en 2021 est vraiment un titre impactant, surtout quand on connaît la domination des écuries concurrentes et notamment des teams européens comme Ducati. Donc dire que Fabio ne mérite pas son titre et que Fabio doit ce titre 2021 à l'absence de Marc Marquez, je trouve que c'est très réducteur et surtout un peu fort de café. Oula, alors ce tweet-là, il est long, très très long, on va prendre le temps de le lire, de l'analyser et surtout d'en parler parce que forcément le but de ces Unpopular Opinion, c'est de vous donner mon avis. Bagnaia n'a jamais atteint le niveau de Quartararo. Quartararo, c'était le seul à se battre face à Marquez Prime en 2019 pendant que Bagnaia galérait chez Pramac. Et même maintenant, que ce soit face aux autres Ducati et même en course, c'est jamais ultra dominant. Alors, je suis d'accord pour dire que Bagnaia n'a jamais atteint le niveau de Quartararo. Parce que Bagnaia, effectivement, n'a jamais été en capacité de gagner des courses avec une moto satellite. Ce que Fabio Quartararo a fait. Francesco Bagnaia n'a jamais été capable de gagner un Grand Prix avant d'avoir la meilleure machine. Fabio Quartararo, lui, n'a jamais attendu d'avoir la moto parfaite dans les mains pour gagner des Grands Prix. Fabio Quartararo n'a pas eu besoin de la meilleure machine pour devenir champion du monde. Ce que Francesco Bagnaia a eu besoin, bien évidemment, en 2022. Bref, effectivement, sur le papier, Francesco Bagnaia, il n'a jamais été au niveau d'un Fabio Quartararo, mais encore une fois, il n'a pas vraiment été obligé de le faire parce qu'il compensait par une machine qui était vraiment ultra performante et un team qui était ultra dominant. Voilà un tweet vraiment très intéressant. Et quand je dis très intéressant, je laisse échapper une pointe d'ironie parce que oui, j'ai du mal à comprendre quels éléments on a entre les mains pour écrire une chose pareille.
Quartararo est un très mauvais metteur au point et j'ai des doutes sur Marc Marquez sur ce point. Je ne vous dis pas que Fabio Quartararo va devenir le Alain Prost de la MotoGP et qui va réussir à développer de A à Z tout seul comme un grand une moto et la mettre au point parfaitement. Je suis pas sûr que ça soit la qualité première de Fabio Quartararo. Mais dire que c'est un mauvais metteur au point, sur quoi vous basez-vous? Parce que Fabio Quartararo, qu'on le veuille ou non, depuis qu'il est chez Yamaha, son seul et unique rôle, c'est un rôle de pilote numéro 1 pour jouer le podium, les victoires et le championnat en fin de saison. Il n'a pas eu un rôle de pilote développeur comme allait chez Spargaro quand il est arrivé chez Aprilia. Il avait ce rôle de pilote titulaire, mais aussi d'un pilote développeur pour justement développer cette machine et de mois en mois, d'année en année, faire petit à petit grapper cette Aprilia dans la hiérarchie. Fabio Quartararo a un rôle de pilote numéro 1 pour parfait et uniquement parfait. C'est seulement depuis 2023, la mi-saison 2023, qu'on commence à avoir quelques changements et qu'on essaye quelques pièces. Et on travaille de plus en plus dur et de plus en plus vite chez Yamaha. Et on va pouvoir, à mon sens, juger de la capacité de metteur au point de Fabio Quartararo uniquement sur les quelques mois et années qui arrivent. Bien évidemment, il va être épaulé par Alex Rins. Il sera intéressant de conserver Rins dans l'effectif parce que Rins est un très bon pilote développeur et forcément, il sera d'une grande aide pour Yamaha et pour Fabio pour revenir au top. Mais véritablement, on aura une idée de la qualité de metteur au point et de développeur de Fabio Quartararo sur l'année et demie, peut-être même 2 ans qui arrivent. Mais pas avant. Donc dire que c'est un mauvais metteur au point, c'est mettre la charrue avant les bus, c'est totalement faux. Encore une fois, puisqu'il n'y a pas d'éléments matériels pour réellement appuyer le propos. Concernant Marc Marquez, c'est vrai qu'il se retrouve dans une situation un peu comme celle de Fabio Quartararo. La moto chez Honda a souvent été développée par Dani Pedrosa. Il a fait avec cette Honda des choses que l'on connaît, parce que cette Honda était dessinée pour lui, faite pour lui, et effectivement, il se retrouve chez Gresini, au guidon d'une Ducati qui est bien évidemment totalement terminée, où il n'y a absolument aucun travail de développement à faire, et forcément, on aura une première idée de qualité de développeur et de metteur au point de l'ami Marc Marquez l'année prochaine, en 2025, à 32 ans. Donc effectivement, sur ce point-là, on peut se poser la question, on a le droit éventuellement d'avoir des doutes, mais c'est vrai que concernant Fabio Quartararo, je vous avoue que j'ai du mal à trouver productif ce genre de propos, parce que pour l'instant, on n'a rien dans les mains pour véritablement dire s'il va être bon ou mauvais. Il faut laisser le temps se faire pour essayer de revenir au top, et peut-être éventuellement revenir au top avant l'arrivée de la nouvelle législation en 2027, parce que Fabio Quartararo, on le sait, il a quand même l'objectif de se battre pour le titre dans les 2 années qui arrivent, même si en 2025, ça risque d'être un petit peu compliqué, ça sera peut-être un peu juste, mais qui sait. Voilà un tweet qui va aussi faire beaucoup parler dans les commentaires, parce qu'il envoie du lourd celui-ci. Marquez est moins talentueux que Rossi et Stoner. On le rappelle, la définition de talent est la suivante. Le talent, c'est une prédisposition naturelle pour quelque chose, des capacités qui sont innées, qui te permettent de performer dans un domaine. Voilà la définition de talent. On le sait, Stoner, c'est un talent brut, c'est un diamant. Et Stoner, bien évidemment, même si c'est un génie incompris, on peut s'accorder à dire que c'est l'un des pilotes les plus talentueux de tous les temps. Marquez, par rapport à sa précocité, par rapport à ses victoires, ces fameuses une année pour apprendre, une année pour gagner, même si en MotoGP il est arrivé directement et a remporté le titre lors de sa première saison en 2013, Marquez, avec son palmarès, son passif, ses accomplissements et surtout son style de pilotage révolutionnaire, on peut quand même dire que c'est un talent à l'état brut. Donc difficile pour moi de le mettre en dessous de Rossi, que je juge un peu moins talentueux que Stoner par la même occasion. Je trouve que Rossi, même si c'était un excellent pilote, un pilote de grande qualité, il avait bien évidemment des qualités de développeur et de metteur au point un petit peu différentes, et je pense qu'il a fait aussi la différence autre part que dans le pilotage, un peu à l'image d'un Francesco Bagnaia. D'ailleurs, il en est question de Francesco Bagnaia sur le tweet suivant, qui va là aussi, je pense, amener pas mal de sel dans les commentaires. Je vais me faire insulter, peut-être d'ailleurs, mais tant pis, Bagnaia est trop surcoté pour moi. Alors, je ne pense pas que Bagnaia soit surcoté pour les suiveurs assidus de MotoGP et les suiveurs objectifs de ce sport que l'on regarde et apprécie depuis tant d'années. En revanche, il est certainement surcoté pour les fans de Ducati et les fans du pilote en lui-même. Parce qu'on a toujours tendance, quand on est en admiration devant quelqu'un, à vouloir le voir plus beau que ce qu'il est. Mais Francesco Bagnaia, je ne pense pas qu'il soit surcoté. Francesco Bagnaia, aujourd'hui, même s'il a la meilleure machine entre les mains, qu'il est pilote officiel Ducati, qu'il a des avantages que d'autres pilotes n'ont pas, ça reste un pilote de qualité, un pilote qui est extrêmement calme, extrêmement réfléchi, extrêmement intelligent, travailleur, il gère très bien ses pneus, il a une intelligence de course phénoménale.
Quand il ne peut pas gagner, il joue placé. C'est un pilote en termes de talent pur, je pense qu'on peut dire qui fait partie du top 5 de la grille actuellement, donc il n'est pas surcoté. Francesco Bagnaia, même sans une machine comme celle-ci, je te dis pas qu'il serait forcément champion du monde, mais il se battrait quand même malgré tout pour un titre mondial en fin de saison. Donc j'ai du mal à voir en Francesco Bagnaia un pilote surcoté. Je pense qu'il est peut-être vu un peu trop beau par les fans Ducati et les fans du pilote en lui-même, et que ça fait un contraste avec certains qui sont anti-Francesco Bagnaia depuis notamment ce qui s'est passé en 2022 et le titre de Bagnaia qui est venu coiffer au poteau Fabio Quartararo. Pour certains, c'est encore en travers de la gorge, et certains malheureusement ne sont pas assez objectifs pour faire la part des choses, mais Francesco Bagnaia, je suis désolé, il n'est pas surcoté. Pour n'importe quelle personne qui suit de manière assidue le MotoGP et qui est un minimum objectif, Francesco Bagnaia, tout le monde le reconnaît à sa juste valeur, ni trop beau, ni finalement trop mauvais. Parce que Francesco Bagnaia, qu'on le veuille ou non, c'est ni le meilleur pilote de la planète, ni une fraude. Il faut savoir faire la part des choses. Francesco Bagnaia reste un excellent pilote et absolument pas surcoté de mon point de vue. On repart sur un troisième tweet d'un utilisateur mystère qui nous avait déjà parlé à l'époque de Fabio Quartararo et d'Alex Marquez, qui nous parle désormais de Valentino Rossi. Il nous dit que Rossi a fait passer Marquez pour un pilote sale sur la piste, alors qu'il faisait exactement pareil à ses débuts. Effectivement, Valentino Rossi, de par sa popularité légendaire, de par son aura, de par son charisme, on lui a pardonné beaucoup de choses. Et c'est vrai que d'être un pilote sale sur la piste, et même en dehors dans le paddock, eh ben c'est toujours passé crème pour l'ami Valentino Rossi, alors que pour Marc Marquez, c'est pas toujours le cas. Certains ont le souvenir d'un Marc Marquez un peu sale en 2015, lorsqu'il, selon certains dires, coûte le titre à Valentino Rossi cette année-là. Là où Rossi avait la possibilité d'aller chercher son 10e titre. Sauf que quand on regarde bien les choses, cette guéguerre entre Marquez et Rossi, c'est Rossi qui la déclenche. Donc Rossi est un pilote effectivement sale qui a fait passer Marc Marquez pour un pilote encore plus sale que lui. Alors que Marc Marquez, je pense qu'à la base, il était très très loin de ce comportement-là. Et Rossi, ça ne s'arrête pas qu'à la piste. Rossi, il a aussi un comportement sale dans le paddock. On se souvient de sa non-acceptation de Johann Zarco chez Yamaha. Il préférait Vignales, alors que Zarco méritait largement un guidon officiel chez Yamaha en 2019, après ses années 2017 et 2018 chez Tech 3. On se souvient aussi du procès qu'il avait collé à Zarco en Autriche il y a quelques années quand il était chez Avintia, lorsque Morbidelli rentre dans Zarco dans un virage. Ils avaient fait passer Zarco pour le fautif alors que c'était Morbidelli 100 fois. On se souvient également de ces petits tours de passe-passe pour positionner son frère chez VR46 dans sa structure, alors qu'il ne méritait pas forcément une structure aussi performante que la Ducati. On se souvient également de Morbidelli qui a amené chez Pramac. Vous imaginez bien que c'est aussi un coup de Rossi. Il fait partie de la VR46, il est italien, pouf, chez Ducati, j'utilise mon aura. Donc c'est vrai que Rossi, il est beaucoup plus sale que Marquez sur la piste et en dehors, ça c'est une évidence, mais je sais que parfois quand on est fan, malheureusement, on n'ouvre pas les yeux, on reste avec des œillères, et du côté de Valentino Rossi, des œillères, on en a toujours porté. Passons désormais à un tweet sur Fabio Quartararo, un nouveau. On nous dit sur 15 réponses, 14 sont sur Fabio, souvent en mal. Fabio Quartararo est le meilleur pilote de la grille et n'aurait aucune concurrence avec une Ducati. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur la hiérarchie des pilotes. Et d'ailleurs, je vous invite dans les commentaires, pourquoi pas me faire part de votre top 5 des meilleurs pilotes de la grille actuellement, voir un petit peu quel est votre avis. Et pour répondre à l'affirmation de la personne, je vais vous proposer mon top 5 là maintenant tout de suite à l'oral. Ça aurait peut-être pu faire un sujet de vidéo, mais écoute, on balance ça gratos. En 5e position, à titre personnel, je mettrais Maverick Viñales. Maverick Viñales, il a gagné sur 3 motos totalement différentes. C'est signe d'un pilote extrêmement talentueux et extrêmement fort, bien que très peu régulier. En 4e position, je mettrais Francesco Bagnaia. Que certains le voient un peu trop bas par rapport à ce qu'il est vraiment, mais Francesco Bagnaia, 4e, en termes de pilotage, je trouve que c'est pas déconnant. En 3e position, Jorge Martin, qui on rappelle vice-champion du monde 2023 et dauphin au classement général de Pecco Bagnaia au moment où on se parle, Marc Marquez en numéro 2, et effectivement Fabio Quartararo en numéro 1. Alors certains pourraient me dire qu'il y a un peu de chauvinisme dans mon top 5, et ça s'entend, un Français qui met un autre Français numéro 1 de la grille. Ça pose un peu question à niveau objectivité. Rassurez-vous, j'ai passé l'âge d'être fan, et quand je vous dis que je pense que Fabio Quartararo est le meilleur pilote de la grille actuellement, je le pense sincèrement. C'est un avis subjectif, mais il n'est en aucun cas guidé par une quelconque affection ou par un quelconque chauvinisme. Je le pense très sincèrement, et je me réfère simplement au fait d'armes de Fabio Quartararo sur ces dernières années par rapport à la moto qu'il avait en main, et même aujourd'hui, à ce qu'il réalise au guidon du Yamaha, qui est loin, très très loin des performances des Ducati.
Ducati. En ce qui concerne les Ducati, et possiblement Fabio sur une d'entre elles, ce qui n'arrivera sans doute malheureusement jamais pour nous. Fabio Quartararo sur une Ducati, c'était un peu le souhait d'un Jorge Lorenzo qui avait dit ça serait intéressant de le voir, et il avait dit en août 2022, Quartararo sur une Ducati, c'est imbattable. Je ne sais pas si Fabio Quartararo serait imbattable, je ne sais pas si Fabio Quartararo n'aurait aucune concurrence, parce que pour moi, imbattable signifie que tu gagnes tous les Grands Prix avec 15 secondes d'avance, tu écrases la concurrence. Fabio Quartararo, ça serait pas ça. Je pense qu'il y aurait des pilotes, même sur une Ducati, qui arriveraient à contester Fabio Quartararo. Sur la durée d'un championnat, j'aurais plus de doutes. Je pense que Fabio Quartararo serait très difficilement battable. Donc, effectivement, de mon point de vue, Quartararo sur une Ducati, ça serait combo gagnant, comme ça a été le cas pour Francesco Bagnaia. Et effectivement, en termes aujourd'hui de pilotage pur, j'ai du mal à voir autre chose que Fabio Quartararo en numéro 1, un autre pilote que lui en tant que meilleur pilote de la grille actuellement. Mais écoutez, tous les avis sont bons, tous les avis sont subjectifs, malgré tout, et tant qu'ils sont un peu argumentés, j'ai envie de dire, ils s'entendent. On passe désormais à un tweet sur Valentino Rossi, le nonuple champion du monde. Cet utilisateur mystère nous dit quand Rossi a fait face à de la vraie concurrence, il a perdu. Stoner, ça joue au golf. Stoner devait jouer au golf, les gens. Non, je trouve que c'est très réducteur, sincèrement, de dire que Rossi n'a pas réussi à gagner lorsque la vraie concurrence était là. Je crois que les gens qui disent ça, qui affirment ça, sont des gens qui n'ont pas suivi la carrière de Rossi à l'époque. Moi, je sais que j'étais très jeune lorsque Rossi a dominé, mais j'ai regardé beaucoup de Grands Prix, j'ai regardé beaucoup d'essais de justement l'époque où Rossi était très dominateur, et je peux vous assurer que Rossi faisait face à de la grosse concurrence. Le seul truc, c'est que quand Rossi a fait face à Marquez et à Lorenzo, il était déjà âgé, il avait plus de 30 ans. Et quand vous avez plus de 30 ans, face à des jeunes qui en ont 23 ou 20, bah c'est très compliqué de jouer. C'est très compliqué, finalement, de tenir la cadence. Mais Valentino Rossi, sincèrement, il a gagné avec de la concurrence qui était féroce, et même s'il n'a pas réussi à battre Marquez et qu'il a été régulièrement battu par Pedrosa ou même Lorenzo, ça reste un pilote qui, au vu de son âge, au vu aussi de la structure Yamaha qui ne faisait pas tout en sorte pour que la moto progresse, ça reste quand même un pilote qui a su exister face à la concurrence. Donc dire qu'il n'a jamais gagné face aux forts et qu'il a seulement su gagner face aux faibles, je trouve que c'est très réducteur et surtout totalement faux. On passe désormais à un tweet sur Jorge Martin, et si je ne dis pas bêtise, c'est le premier, autant vous dire, qui caresse pas dans le sens du poil le vice-champion du monde 2023. Cet utilisateur nous dit « Jorge Martin n'a pas la carrure pour être un champion du monde, il n'est pas le pilote qu'il pense être, c'est-à-dire un des meilleurs. » Alors, je peux comprendre qu'on ne porte pas dans notre cœur tous les pilotes, qu'on n'ait pas de l'affection pour chaque individualité. Mais dire que Martin ne fait pas partie des meilleurs, c'est quand même fort de café. Le mec fait vice-champion du monde à rien de Francesco Bagnaia avec une machine satellite. Même si c'est la GP 2024, ça reste un team satellite. Il y a moins d'avantages dans un team satellite que dans un team officiel. Là, il est à 10 points derrière l'ami Francesco Bagnaia. Il n'est pas largué. Donc quand tu es capable d'être deuxième du championnat avec une machine, certes, qui est la plus performante, mais dans un team satellite à seulement 10 longueurs d'un Francesco Bagnaia double champion du monde en titre, tu fais quand même partie des meilleurs pilotes, à mon sens. Après, je suis assez d'accord sur le fait que Jorge Martin n'a pas les caractéristiques naturelles d'un champion du monde. Je dirais pas la carrure, mais caractéristiques naturelles d'un champion du monde. Pourquoi ? Parce que pour être champion du monde, il faut être calme, il faut être réfléchi, il faut être sensé. Il faut avoir une intelligence de course. Et Jorge Martin, il a rien de tout ça. Jorge Martin, c'est un chien fou. Il est guidé par ses pulsions. Un peu moins en 2024 qu'en 2023, mais enfin quand même, c'est pas la folie furieuse. On sent que Jorge Martin, il a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même pour être vraiment un garçon avec toutes les qualités requises pour être champion du monde. Alors peut-être qu'il va le développer au fur et à mesure des semaines et des mois d'ici la fin de la saison et qu'il sera capable de faire en 2024 ce qu'il n'a pas fait en 2023, mais je suis assez d'accord pour dire qu'il n'a pas les caractéristiques adéquates, naturelles, pour être un champion du monde. Mais Jorge Martin, je pense quand même qu'il aura la capacité, à mon sens, d'ici à la fin de la carrière, d'avoir un titre en catégorie N, et pourquoi pas plusieurs. On passe désormais à un tweet sur Johann Zarco, un petit cocorico pour le double champion du monde Moto2 2015 et 2016, et cet utilisateur nous dit « Zarco aurait pu être champion du monde avec Yamaha si Rossi ne s'en était pas mêlé, ce qui l'a poussé à signer chez KTM. » J'en parlais tout à l'heure de Rossi qui se comportait très mal sur une piste, mais aussi en dehors, et notamment dans le paddock.
Rossi a été effectivement la raison du pourquoi Zarco n'a pas signé chez Yamaha en 2019. Effectivement, il sortait de 2 grosses saisons en 2007 et 2018 sur la Tech 3 avec de nombreux podiums. Et effectivement, en 2019 et en 2020, il aurait pu certainement se battre pour un titre de champion du monde. Certainement. Je ne dis pas qu'il aurait battu Marc Marquez, parce que Marquez était très très fort, mais il est évident que Zarco aurait pu jouer le championnat du monde ces 2 saisons-là. Ça, c'est évident, parce que Zarco, finalement, quand on y réfléchit bien, il n'a jamais vraiment joué un championnat, il n'a jamais été dans le match pour être champion du monde. Et je crois que s'il avait signé en 2019 chez Yamaha, Rossi ne s'en était pas mêlé, il aurait pu réellement jouer du début à la fin de l'année le championnat du monde pilote, même si, face à un Marc Marquez, je pense sincèrement que ça aurait été compliqué. On passe désormais, et oui, au dernier tweet, au dernier unpopular opinion, à la dernière affirmation osée. Cet utilisateur mystère nous dit Binder est surcoté, pas que lui, et que la KTM du début de saison 2023, avec un vrai pilote, aurait dû rivaliser avec les Ducati et gagner plusieurs GP. Alors, l'ami Brad Binder a rivalisé en 2023 avec les Ducati. Il a fait de nombreux podiums, Brad Binder. Certes, il n'était pas en position de gagner des courses, mais il a fait de nombreux podiums. Ça, on ne peut pas lui enlever. Je pense sincèrement qu'il a poussé cette machine, peut-être pas à son 100% du potentiel, mais en tout cas assez loin pour permettre à cette moto d'aller sur des podiums et de se battre à distance respectable face aux Ducati. Parce qu'il y avait quand même un écart de niveau entre la KTM et la Ducati l'année dernière. C'était assez impressionnant cet écart, même si la KTM, avec l'Aprilia, se rapprochait le plus du niveau de la Ducati. Après, là où je suis d'accord, c'est que Binder n'est pas un pilote qui peut être champion du monde. On va être très clair, il y a un plafond de verre chez ce garçon. Il est capable de faire des podiums, il est capable de gagner en Grand Prix, il a gagné dans toutes les catégories. C'est un super pilote. Mais ce n'est pas un top pilote. Et un peu à la manière d'Aprilia, KTM n'a pas dans sa line-up actuellement des pilotes capables d'être champions du monde. Ça va changer l'année prochaine. Aprilia va prendre Bastianini, va prendre également Jorge Martin. On sait aussi que KTM aura bien évidemment dans le team officiel Pedro Acosta, qui sera un candidat au titre peut-être même dès 2025, on ne sait pas s'il y a des progrès qui sont faits sur cette moto, parce que l'expérience de Pedro Acosta va monter de semaine en semaine et de mois en mois. Donc effectivement, la seule chose qu'on peut reprocher à Binder, c'est de peut-être de ne pas être un top pilote, et de peut-être pas être capable, à la manière d'un Viñales et d'un Espargaro, qui pourtant ont les machines pour performer, de ne pas être capable de jouer un titre mondial. Mais je pense que Binder reste quand même un pilote très solide, même si, pour le bien de KTM, il serait peut-être intéressant de pousser vers Gaz l'ami Brad Binder, et peut-être de faire monter quelqu'un d'autre à sa place, histoire d'avoir une line-up potentiellement titrable avec Pedro Acosta et un autre pilote à ses côtés, histoire de multiplier les chances, ça paraît évident. Voilà donc pour vos affirmations, j'ai tenté d'y répondre, de vous donner mon avis. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos avis généraux sur tout ce qu'on a pu traiter. Je me ferai un plaisir de vous lire, j'allais dire de vous écouter, mais non, surtout de vous lire. Vous pouvez débattre bien sûr dans les commentaires, tant que le respect de touche à chacun est respecté. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup de chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça aide bien sûr la chaîne au référencement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.